Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Emmanuel Caillot, professeur d'université au CNAM et auteur du Petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, reçoit dans cet épisode Thierry Koscielniak, expert et conseiller en stratégie numérique et innovation pédagogique à l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, écoute, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je suis Thierry Koscielniak, je travaille à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. J'ai un rôle, alors sur ma fonction actuelle, elle est d'une expertise et d'un conseil en stratégie numérique et innovation pédagogique. Comment est-ce que tu en es arrivé là? C'était quoi ton parcours? C'était quoi les grandes étapes dans des grandes fonctions que tu as occupées? Parce que comme tu me le disais tout à l'heure, tu étais plus tout jeune, tu arrives plutôt à la fin de ton parcours professionnel. C'est clair, Qu'est-ce que c'est tu as clair. fait? Donc là, ce qui rend ta question compliquée parce que j'ai pas mal de choses à mettre et à expliquer, mais mon parcours, je dirais que le fil rouge, c'est les technologies pour l'éducation, clairement. Et récemment, je me présentais dans une prise de parole, 30 ans de technologie pour l'éducation, 20 ans d'enseignement supérieur et 10 ans focus sur les technologies immersives, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc voilà, ces trois périodes. Et, euh, et mon parcours, il a commencé en tant qu'enseignant, puisque j'ai passé des concours d'enseignant et illico presto, en fait, je suis parti sur continuer ma formation initiale par la recherche, puisque j'ai fait un doctorat. Moi, j'ai fait des sciences physiques et de la chimie au début de ma carrière. Et le début de ma carrière professionnelle était assez étrange parce que formé par la recherche, ça c'est quelque chose qui m'a marqué et qui continue je pense, à attiser ma curiosité naturelle. Hein. Le doctorat, ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris aussi à travailler en équipe. Et ensuite, ce qui a été assez étrange, c'est que, étant fonctionnaire au moment où j'ai commencé ma thèse, j'ai pris 4 ans de disponibilité et je suis allé bosser dans une start-up qui vendait le logiciel de modélisation moléculaire qu'on avait développé dans la thèse, qui était une bourse CIFRE avec l'industrie pharmaceutique. Donc, à la suite de ce doctorat, tu vois, est-ce que je rentre dans l'industrie pharmaceutique? Est-ce que je continue au sein du monde académique? Et puis finalement, 4 ans à travailler avec des horaires de bureau, à faire de l'ingénieur avant et après-vente et être dans des salons, sur des stands. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que étant enseignant, c'était un monde complètement différent de ce que j'avais pu voir. Tu sais, quand tu fais cours, quand tu es avec des élèves devant toi, tu es tout d'un coup dans le monde du marketing, de la communication et de la start-up. Donc, aller vite, c'était du numérique. J'ai appris beaucoup de choses sur le tas à cette époque, sur les stations de travail, sur comment administrer des réseaux, comment charger. À l'époque, on disait compiler des logiciels. Et à l'issue de ces 4 ans, je suis retourné dans l'éducation nationale. Et là, pour le coup, tu vois, je t'avais dit, j'ai eu à peu près toutes les positions que peut avoir un fonctionnaire, puisque j'ai été en détachement quand je faisais ma thèse, j'étais en congé pour études pour préparer précédemment mes études. Ensuite, j'étais en disponibilité, puis j'étais mise à disposition. Et là, j'ai eu des années de technologie pour l'éducation très intéressantes, puisque c'était la Cité des Sciences.
Donc j'ai travaillé 3 ans mis à disposition au département éducation de la Cité des Sciences. Et là, c'était utiliser les expositions de la Cité, qui n'est pas un musée, hein, je le rappelle, hein, qui est une exposition vivante et changeante de tout ce qu'on peut avoir à montrer sur les technologies actuelles, et donc de les exploiter pour les publics scolaires, et donc préparer des visites, ce qu'on appelait les classes Villette, et je crois que ça existe encore. Et c'est vrai que quand on va à la Cité des Sciences, on voit beaucoup d'enfants, beaucoup de classes qui passent et qui vont voir ces espaces. Et ça, à la suite de ça, la suite de mon parcours professionnel, ça a été saisir des opportunités. J'aurais pu rester une 4e année à la Cité, mais en fait, il y a un poste qui s'est ouvert au rectorat de Paris pour être à la fois enseignant, mais être formateur TIS à l'époque, donc technologie de l'information pour la communication, pour l'éducation, formateur TIS pour les enseignants au rectorat. Donc, j'avais à la fois de l'enseignement, mais aussi à former les collègues dans tous les établissements parisiens à qu'est-ce qu'un ordinateur et qu'est-ce qu'une souris, puisque je ne vais pas donner de date sur ce parcours, mais tu imagines, c'est quand même 30 ans et plus de carrière. Et là, c'était toujours utilisé quand j'ai fini à travailler sur la formation ouverte et à distance, la FOAD, la FOAD, où on commençait à regarder, mais attendez, le web est apparu, on peut utiliser ça pour faire cours, des plateformes, il y avait les premières plateformes de cours en ligne, les Learning Management System. Donc tout ça, j'ai vu leur apparition, j'ai vu leur évolution, j'ai vu leurs promesses tenues, pas tenues, ça dépend, je dirais, beaucoup des personnes qui les utilisent. Voilà. Et ensuite, j'ai saisi une autre opportunité qui était de rentrer dans l'enseignement supérieur. Et là, j'ai fait des périodes de 7 ans. J'ai fait 7 ans à Jussieu, à l'université Pierre-Marie Curie à l'époque. Ensuite, 7 ans à Paris-Descartes, à Odéon. Et là, j'ai commencé donc d'abord dans le milieu très numérique, les espaces numériques de travail. Là, j'ai évolué à avoir une équipe à manager. Et ensuite, je suis passé directeur de la pédagogie numérique à Paris Cité, donc à l'université Descartes à l'époque, Paris Descartes, où là, j'ai commencé à vraiment avoir une période où j'avais une équipe d'ingénierie pédagogique pour accompagner les enseignants à mettre leurs cours en ligne et trouver des façons innovantes d'enseigner. Et ça a marqué une grosse période de mon parcours, puisque j'ai passé 7 ans à Paris Descartes et ensuite 6 ans au CNAM, directeur du numérique, avec à peu près les mêmes fonctions, mais avec d'autres enjeux, puisque formation tout au long de la vie, on n'a pas les mêmes publics, établissements à portée nationale. C'est toujours moi je dirais, ce qui m'a toujours plu dans ce que j'ai fait, c'est de changer d'établissement, de passer presque un an à comprendre quelle était la façon de fonctionner de l'établissement. Et ensuite être opérationnel et pouvoir y travailler au mieux. Et puis quand j'avais une nouvelle opportunité, je la saisissais. Ce que j'ai fait là, je suis passé du Conservatoire des Arts et Métiers, le CNAM, à l'École des Arts et Métiers. Alors là, ça en a perturbé plus d'un, puisque j'explique très souvent, je dois expliquer la différence entre les deux des établissements publics. Le conservatoire, comme je disais, qui est une université sans en avoir le nom, mais qui fait de la formation tout au long de la vie, et puis l'école des arts et métiers, qui est une grande école d'ingénieurs. Donc là, aujourd'hui, j'ai un peu bouclé la boucle au sein de l'enseignement supérieur, parce que mon premier poste à Pierre et Marie Curie, j'étais justement dans la cellule
conseil TIS de la présidence. Et là, je me retrouve, pareil, à conseiller et à aider la direction générale de l'école. Est-ce que tu peux décrire plus précisément ton poste actuel? Ça veut dire quoi, ce rôle d'expertise? Alors, c'est un poste très particulier parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres dans les écoles. Tu sais, moi, je suis ingénieur de recherche et donc personnel administratif en soutien des fonctions premières de formation, recherche de l'établissement. Et ma mission, elle consiste à faire rayonner l'école à travers justement les usages du numérique innovants qui peuvent être conçus au sein de l'école. Évidemment, le côté immersif dont je parlais tout à l'heure, j'ai été tout de suite attiré par l'ENSAM parce que il y a des labos qui ont 25 ans de recul sur la recherche sur la réalité augmentée et toutes ces technologies immersives, toute cette XR. Mon conseil, il est nourri par un réseau, parce que depuis le temps que je travaille dans ces domaines, et j'y viendrai aussi peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a le parcours vraiment professionnel officiel avec ta fonction, avec ton métier, et puis il y a ce qui est à côté, le côté associatif, et j'y suis beaucoup attaché, et j'ai toujours travaillé avec des réseaux. Donc, ouais, je suis un homme de réseau, ça, c'est clair. Et c'est cette personnalité-là, je pense, qui a intéressé la direction de l'école pour leur apporter un regard et une aide opérationnelle auprès des enseignants, auprès des équipes, des grands projets de l'école sur le fait qu'on remette à jour tous les ateliers, toutes les grosses machines industrielles, le plan donc des Evolutive Learning Factory, donc sur la partie vraiment faire de l'école une usine école. Et ça me plaît beaucoup parce que j'ai sous la main un terreau qui permet d'utiliser le numérique pour l'éducation avec l'idée de réindustrialiser la France. Tu vois, c'est un petit peu ça paraît comment dire, un peu utopique parce que Mais ça donne du sens pour toi. on sait comment les phénomènes de désaffection et le fait que les usines aient fermé, on voit bien pourquoi les usines ont fermé, mais il y a quand même des exemples de terreaux qui sont redynamisés en France, et je pense que travailler dans une école en interface avec l'industrie, c'est absolument super intéressant, quoi. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question, mais je vais approfondir pour qu'on comprenne mieux. À quoi ça ressemble une semaine type pour toi? Une semaine type, c'est je vais me déplacer. Aller sur les campus, donc il y a 8 campus, 3 instituts, donc je prends beaucoup le train. Pour aller voir les collègues et travailler avec eux. Donc moi, je suis en charge d'un groupe de travail sur les jumeaux numériques et les technologies immersives au sein de l'école. Et on a des groupes de travail qui se réunissent, et tant qu'à faire, quand on peut se réunir en présentiel, on le fait en présence. Et le reste du temps, soit je suis en réunion ou donc je suis beaucoup devant l'ordinateur en mode vidéo, et aussi je travaille avec mes autres casquettes qui sont des casquettes associatives. Et dans ma mission au sein de l'école, il y en a une qui est justement valorisée, c'est d'être président de la filière française pour l'immersive learning, donc l'association France Immersive Learning, où j'œuvre pour que tous les acteurs de cette filière d'usage des technologies immersives pour enseigner, pour former, se connaissent, travaillent ensemble. Donc là, il y a un gros travail de réseautage associatif.
Et j'ai aussi parfois dans ces semaines type, j'ai un petit saut de puce à l'étranger, en Europe, Bruxelles, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour aller travailler sur des projets qui sont justement en lien avec d'autres associations européennes ou avec la Commission européenne. Donc là, aujourd'hui, c'est une bonne partie. Dans ma semaine type, il y a beaucoup de temps consacré en ce moment à l'étude des appels d'offres européens et de bien connaître tous les acteurs qui sont sur les grands établissements technologiques européens pour travailler avec eux sur des réponses à appels à projets. Quel équilibre est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir entre la partie expérimentation et la partie embarquer les enseignants-chercheurs, les administratifs? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que parfois, ces départements, je te taquine, ces départements de développement de technologies éducatives développent leurs choses dans leur coin et venez nous voir, on a des choses extraordinaires et ça correspond pas toujours aux besoins ou aux attentes. Ouais, Il y a un décalage qui a tendance à se faire. ce que tu décris là, c'est fait à l'envers en fait. Normalement, tu dois pas trouver une super appli, te l'approprier et ensuite dire aux enseignants, regardez, c'est génial, utilisez-la. Je vais te sortir l'anecdote qui date de mon passé de formateur au rectorat de Paris, mais j'ai vu arriver les magnétoscopes dans les lycées. Et un magnétoscope, à l'époque, c'était quelque chose qui avait une notice rédigée en japonais, traduit du japonais. Et je regrette beaucoup de ne pas en avoir gardé une parce que c'était totalement illisible, incompréhensible. Mais c'était un charabia. Hein. Un enseignant, donc a priori un enseignant de langue qui devait utiliser ce magnétoscope, devait mettre une cassette vidéo dedans et montrer un film en VO, des choses comme ça. Et aucun des enseignants ne s'en est emparé parce que c'était pas compréhensible la façon de l'utiliser. Il y avait un bouton avec un carré, il y avait un bouton avec un triangle. Tout ça, c'était inconnu. Ils sont restés sur les étagères jusqu'au moment où les enseignants en ont eu à la maison. Et quand ils les ont utilisés pour leur propre usage, c'est devenu quelque chose. Donc, une fois qu'ils se sont accaparer cette technologie, une fois qu'ils ont maîtrisé eux-mêmes cette technologie pour leurs propres besoins, c'était d'autant plus facile. Donc après, les analogies sont assez faciles à trouver avec les téléphones portables, voire même avec les ordinateurs. Et à l'époque, fallait convaincre quelqu'un que, regardez, avec un ordinateur, vous pouvez faire des choses pour votre cours. Et puis après, maintenant, qui n'utilise pas un ordinateur pour sa banque, je veux dire, dans son quotidien, le numérique est omniprésent. Mais on a connu quand même une époque où il n'y avait pas de téléphone portable et pas de numérique. Donc, et on arrivait à enseigner. Mais on enseigne différemment maintenant. Donc, convaincre un enseignant d'utiliser une technologie, c'est le mettre en face d'un enseignant qui l'utilise et qui se l'est approprié et d'avoir des champions, d'avoir des moments où on a des discours de pair à pair. Si un ingénieur pédagogique dit à un enseignant, regardez cette technologie, elle est géniale, elle permet de faire papa, maman et le café, oui, peut-être, effectivement. Si un enseignant dit, regardez, j'ai gagné du temps en faisant ça, ça m'a permis de faire des choses beaucoup plus sympas dans mon cours et j'ai avancé et tout ça, voilà, t'es beaucoup plus convaincant. Et quand j'avais une équipe d'ingénieurs pédagogiques, je les poussais, eux, à faire des vacations et à faire des cours. Et les meilleurs ingénieurs pédagogiques venaient de filières où ils auraient été destinés à être plutôt profs. Prof de français langue étrangère, tu vois. C'était une excellente filière pour créer quand ils avaient de l'appétence au numérique, ça devenait d'excellents ingénieurs pédagogiques. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton métier, enfin dans les métiers que tu as occupés? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'est bateau, mais
Moi, ce que je trouve très difficile, c'est la lourdeur administrative de gestion. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis mon propre maître, un pur esprit qui conseille. J'ai passé oui, 15 ans à manager une équipe jusqu'à 15 personnes dans un établissement public. La lourdeur des recrutements, la lourdeur des tâches financières m'absorbait un temps que je n'ai plus maintenant et je m'en aperçois bien, tu vois. Hmm. C'est manager dans le cadre de la fonction publique, faut vraiment, vraiment aimer, quoi. Il faut vraiment vouloir. Bon, évidemment, chacun y trouve un intérêt parce que à côté de ça, heureusement, il y avait les relations humaines, il y avait le fait de travailler en équipe et d'avoir la sensation quand même de porter une stratégie d'avoir une équipe qui adhérait et qui voulait bien monter des projets qui parfois moi-même je partais un petit peu dans tous les sens et heureusement ils étaient là en me disant oui bon Thierry on n'est pas sûr que ça ira comme ça, on va essayer mais on ne promet rien. Quel, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite occuper un poste tel que tu l'as aujourd'hui ou que tu l'as eu? Le conseil ce serait clairement soyez curieux et empathique. Allez vers les autres, voyez ce qui se passe, surtout ne jamais dénigrer, parce que ça vous retombe sur le nez. Même quand on en a envie. Moi, je fuis comme la peste les gens qui me disent du mal des autres, parce que je sais que derrière, ils vont dire du mal de moi. Donc, le côté, oui, non, là, enfin, ce que fait machin ou cette entreprise et tout ça, c'est nul, tout ça. Non, pour moi, c'est totalement toxique. Le conseil, c'est de rester honnête et écouter. Si on voit des choses qui sont pas forcément top, on garde ça dans sa poche avec un mouchoir dessus et puis on s'en sert pas et puis voilà quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu as comme projet pour les prochaines années? Alors, les projets pour les prochaines années, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très lié aux appels d'offres européens. Là, je viens de commencer un projet avec l'Université technologique de Varsovie et Politecnico de Milan sur la dissémination des jumeaux numériques de l'école. Donc là, je vais être plutôt opérationnel, ce que j'avais pas vraiment prévu. Moi, je me voyais quand même plus aider des chefs de projet qu'eux, mais bon, là, je me suis retrouvé quand même un peu en première ligne par rapport à ça, et c'est très bien. Il y a un autre projet en cours en janvier sur les académies des compétences sur les mondes virtuels. Donc là, aujourd'hui, moi, mon maître mot, ce sera monde virtuel. Puisque c'est le programme européen qui est en ce moment lancé en tant que compétences avancées pour à la fois pour des ingénieurs, mais aussi au niveau de l'université. Donc voilà, ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on gagne pas ces appels d'offres, comment je vais intervenir dedans. Et si on les gagne pas, de toute façon, moi, dans les prochaines années, c'est que je participerai à poser des autres appels d'offres, d'autres réponses à l'appel d'offres. Au milieu de tout ça, est-ce que tu as des loisirs? Comment tu occupes ton temps libre? Tu lis, tu fais du sport, Aïe, 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 c'est tu fais affreux. quoi? C'est affreux cette question parce que je fais pas de sport, je lis pas, je passe ma vie devant un écran, je suis un no life. Tu joues à des jeux vidéo? Ça m'arrive, ça C'est vrai? m'arrive. Ouais.
Non, mais je sors avec les copains, les spectacles. Moi, alors quand je dis je fais pas de sport, c'est ponctuel, mais j'adore faire de la randonnée en montagne. Donc c'est les moments, et si possible en haute montagne. Donc là, c'est l'été. Et puis et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est me balader dans Paris. Et si possible, faire visiter à des copains ou à quand j'ai des invités de toute nationalité qui passent, je fais un peu guide sur les grands boulevards haussmanniens, guide sur le musée des arts et métiers, comme tu peux t'en douter, qui est un musée qui est très très cher à mon cœur. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait un bon nombre de fois cette année. Quelle est ta chanson préférée? Quelle est ma chanson préférée? Oh, oh j'écoute un peu de tout moi, donc écoute, là en plus quand j'ai une chanson, je peux me l'écouter en boucle. Euh, mes enfants se fichaient de moi parce que j'écoutais Cabrel en boucle, et puis bon les Beatles, mais là aujourd'hui j'ai un peu décroché de la pop française actuelle, tu vois, je sais plus trop, je connais plus trop les chanteurs, alors je me suis un peu arrêté quand mes enfants sont partis de la maison, j'ai décroché quoi. Et puis, si je veux faire super intello, je vais te dire la septième de Beethoven. Mais voilà, moi, j'écoute du métal aussi. Donc voilà, c'est très très éclectique. Mais une chanson préférée, toi, c'est un peu compliqué de te donner un titre comme ça. D'accord. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. Je t'en prie. Je te souhaite une bonne suite de carrière et plein de bons projets qui se réalisent. Génial, ouais. Merci Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.